Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce cours 2026 qui ne comprendra que 4 leçons, malheureusement, puisque j'en donnerai une partie aux USA cette année, à New York. Ce n'est pas exactement la même chose. Et, avant de dire quelques mots sur le choix du thème de cette année, et puis des objectifs, du contenu du cours, laissez-moi peut-être faire deux annonces. La première, c'est le colloque habituel, qui cette année aura lieu un peu plus tard, le 21 mai, et qui aura pour thème, c'est un colloque en anglais, qui aura pour thème l'évolution des mécanismes du développement, un sujet qui est absolument passionnant, et avec une série d'intervenants étrangers qui sont vraiment des leaders dans ce domaine. Entrée libre, comme d'habitude. Et puis la deuxième annonce, c'est le cours du professeur Claude Desplan, qui aura lieu dès la fin mai au mois de juin, 4 cours, comme professeur invité au Collège de France, qui est un expert dans la différenciation des neurones, en particulier du système visuel, olfactif, des phéromones chez les insectes. Et ce cours touchera à cette question absolument essentielle qui est la balance entre le déterminisme et la stochasticité dans le développement. C'est en fait un point qu'on va toucher de façon un peu périphérique pendant ce cours. Et donc, je vous recommande de venir. Ces cours-là seront en français. Alors, le cours de cette année s'intitule « L'ADN, acteur et témoin de l'évolution des animaux ». Alors, l'ADN acteur de l'évolution, c'est maintenant devenu une évidence pour tous. Et l'on sait que des modifications de l'ADN, qui peuvent être d'importance très variée d'ailleurs, ont sans aucun doute participé à l'évolution du monde vivant. Je pense que c'est quelque chose qui est rentré dans la mémoire collective. L'ADN témoin, c'est une autre évidence, puisque nous portons tous, comme vous le savez, en nous des traces de tous les animaux qui nous ont précédés, des vestiges de l'histoire des animaux. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont eu la bonne idée de se faire séquencer par une compagnie ou une autre, vous aurez vu le résultat, le pourcentage d'ADN de Néandertal que vous portez. Je dois vous confesser que j'en ai un peu plus que la moyenne. Et j'ai illustré cette idée d'ADN témoin de notre évolution par cet alignement de séquences. Ce que vous voyez là, c'est un morceau d'ADN qui fait à peu près une centaine de kilobases et qui contient ces boîtes noires qui sont des gènes, peu importe lesquelles, ce n'est pas du tout le sujet de cette comparaison. Et c'est un ADN de souris. Et vous voyez sur la gauche les espèces avec lesquelles cet ADN est comparé. Donc vous avez une comparaison avec l'ADN humain, avec l'ADN de rat, ici, avec l'ADN humain, l'ADN du galago, qui est un primate, du chat, l'ADN du diable de Tasmanie, qui est un marsupial, donc qui est un mammifère, qui est quand même relativement éloigné de nous, et puis les oiseaux, les reptiles, des poissons. Et vous voyez bien entendu que ces barres noires qui représentent la conservation de l'ADN sont de moins en moins présentes. Vous voyez qu'entre la souris et le rat, qui sont des espèces très proches, eh bien, il y a une très très grande conservation de l'ADN. Et puis au fur et à mesure que l'on descend ou que l'on remonte dans l'arbre phylogénétique, eh bien, vous voyez qu'on commence à avoir des trous, des séquences qui ne sont plus comparables. Et ne reste que des petits blocs de séquences qui, généralement, vous le voyez tout de suite, correspondent à ces boîtes noires, à des gènes, à des parties importantes. Et ça vous montre bien à quel point nous partageons, en fait, une grande partie de notre ADN avec l'ensemble des animaux. On pourrait faire pareil avec des insectes, avec des crustacés. Il suffirait d'adapter la stringence de la comparaison. Au lieu de dire on aimerait une conservation de séquences à 100%, on pourrait dire on aimerait une conservation de séquences à 70%, à 65%, et on aurait le même tableau avec des espèces très improbables. Alors, si ce rôle de témoin est assez simple à comprendre, à visualiser, le rôle d'acteur de l'ADN
dans l'évolution est beaucoup plus compliqué. Et en effet, lorsque l'on regarde un peu les publications, les ouvrages, on s'aperçoit que les causalités précises entre le matériel génétique et les organismes qui vont en dériver ne sont pas entièrement définies, en fait. Il y a un vrai problème entre, d'un côté, des variations de cet ADN qui peuvent être nombreuses, diverses. Ça peut aller d'un échange d'une seule base à une petite délétion, une petite inversion, ce qu'on appelle des indels, ou bien une grande inversion, une translocation, une recombinaison de chromosomes. Entre tout ce genre de variations et les variations de la forme ou de la fonction. Autrement dit, comment est-ce qu'une variation de notre matériel génétique peut, in fine, conduire à une variation de forme ou une variation de fonction? Alors, ce sont là vraiment des questions très, très générales, très complexes, et le cours de cette année n'a pas l'ambition d'y répondre. Mais dans ce cours, j'aimerais discuter de se concentrer sur le développement de la queue chez les mammifères, pour des raisons que vous allez comprendre dans quelques minutes, car en effet, depuis pratiquement, je dirais, la fin du siècle passé, par la fin du XXe siècle, en particulier la découverte de l'étiologie génétique de très nombreuses maladies monogéniques, l'importance de notre ADN, comme vous le savez, a même pénétré notre société, en fait. Aujourd'hui, on parle de l'ADN d'une PME, d'un club de sport, d'un homme politique. Hein. C'est vraiment dans notre ADN. Et tout cela est renforcé par le milieu scientifique lui-même, puisque nous sommes dans une quête d'explications simples vis-à-vis de la société pour justifier notre travail. Un bon exemple en est le Téléthon, où on essaye de prendre des exemples simples, de dire, vous voyez, une mutation dans ce gène particulier donne cette maladie particulière. Et c'est vrai. Mais d'un autre côté, cela induit cette croyance, en fait, qu'il suffirait d'une petite modification de l'ADN pour produire une grande cause. Et c'est là où se trouve le problème, c'est comment convaincre du rôle absolument essentiel de l'ADN dans ce que nous sommes, et en même temps convaincre que l'ADN n'est pas suffisant à faire ce que nous sommes. L'idée qu'une mutation ponctuelle puisse déclencher une maladie grave, ce qui bien entendu est la vérité, a donc impacté notre pensée de la nature des variations évolutives d'une façon qui est à la fois positive et négative. Et la littérature scientifique en témoigne, qui est vraiment très très riche en études qui proposent une relation directe entre l'ADN et la forme, ou la forme ou la fonction. Et c'est de cela que j'aimerais discuter en fait dans ce cours, en prenant la queue évidemment comme modèle, comme paradigme expérimental. Alors, auparavant, laissez-moi introduire brièvement le programme de ce cours, et puis pour que tout le monde soit à la même page, comme disent nos collègues anglo-saxons, j'aurais besoin de faire une introduction assez brève de quelques notions d'évo, et puis de quelques notions de transcription, un peu dur, et puis d'introduction du développement de la queue, avant vraiment de passer à l'analyse des trois études sur lesquelles je vais me focaliser cette année, qui sont des études très très différentes, qui ont presque une épistémologie différente, en fait, dans la façon de penser cette question. Donc aujourd'hui, je vais faire quelques introductions. Si le temps le permet, on rentrera déjà dans la définition du locus T, qui est un locus vraiment historiquement et scientifiquement de première importance dans notre compréhension de la morphogenèse des mammifères. Objectif du cours, bref résumé, brève histoire de l'évo-dévo, et puis introduction au développement et l'évolution de la queue. Et puis la semaine prochaine, nous passerons la plus grande partie de la leçon à discuter d'une publication qui a fait beaucoup de bruit il y a 2 ans maintenant, sur une simple petite mutation de l'ADN qui sera à l'origine de la perte de la queue chez les hominoïdes, donc chez les grands singes, chez nous.
Et puis la troisième leçon, nous verrons une réflexion qui est à l'opposé, en fait, d'une approche qui est beaucoup plus globale, de ce qu'on appelle une approche en QTL, donc une approche objective, pour essayer de comprendre quels sont les facteurs dans l'ADN qui ont participé à la réduction de la queue. Et puis finalement, on terminera avec, en retenant à des gènes que j'ai déjà, à propos desquels vous avez déjà entendu beaucoup de choses différentes, mais sur un nouvel aspect, qui sont ces gènes architectes et leur fonction dans la fabrication de cette queue. Alors pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ce que je vais dire, je suis un peu désolé, j'ai déjà touché ces points dans différents cours depuis 6-7 ans, mais je pense que c'est vraiment bien de refaire un rappel relativement général, rapide, pour qu'on puisse rentrer dans ces publications de façon efficace. L'objectif, il est double de ce cours. C'est bien sûr de discuter, de comprendre ces travaux qui, comme c'est généralement le cas dans le cadre du Collège de France, sont des travaux qui montrent de la science qui se fait aujourd'hui. C'est des travaux qui viennent de sortir, très nouveaux, qui sont peut-être sujets à des rectifications à l'avenir. Mais le deuxième but, en parallèle, c'est vraiment d'associer à cette description de publications récentes une réflexion sur la nature des approches qui sont proposées. C'est vraiment le point essentiel de ce cours, des différentes façons d'envisager le problème, de considérer la fonction de l'ADN comme une cause ultime, comme une cause proximale. Est-ce que l'on peut comprendre la forme et la fonction en comprenant l'ADN? C'est une question évidemment qui touche à l'idée de programmation, d'ordinateur. C'est sur ce point que je vais commencer ce cours. Donc, la nature de l'information en biologie, en particulier du type d'information qui est contenu dans l'ADN, a été développée, je crois, ces 2 dernières années dans un cours très complet de mon collègue Thomas Lecuy sur la nature de l'information biologique. Et pour ceux d'entre vous qui vraiment veulent rentrer dans les détails, alors je vous conseille d'aller rechercher ce cours sur Internet. Mais j'aimerais revenir sur un point qui est vraiment important et qui est celui de l'analogie qui est souvent faite entre, d'une part, l'information qui est contenue dans notre ADN et celle contenue dans un programme d'ordinateur. Dans les années 70, en effet, on voit déjà s'exprimer des vues. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui dans les années 70 n'est peut-être pas là, je précise que ce sont ces années où le développement des outils informatiques ont vraiment commencé, avec des ordinateurs relativement puissants. Et dès des années 70, on voit que des vues relativement différentes vont s'exprimer sur cette notion qui va aller de la considération de l'ADN comme une cause proximale, c'est-à-dire comme un vrai programme d'ordinateur. Tout est écrit dans l'ADN et on peut voir l'effet de ce système de codage, à une cause qu'on pourrait qualifier de plus proximale, d'indirect, mécanistique, qui serait plus basée sur une vue évolutive de ces programmes, c'est-à-dire que l'ADN serait une première étape qui générerait une sorte d'information qui serait une propriété émergente de cet ADN, qui elle-même pourrait générer un autre type d'information, qui serait elle-même une sorte de propriété émergente. Donc une accumulation, en fait, d'auto-organisation de l'information. Et c'est plutôt cette vue qu'avait François Jacob, bien que, quand vous voyez le texte qu'il écrit en 1977, vous voyez l'utilisation de mots qui sont quand même très forts. On a un programme de développement, qui d'ailleurs on utilise toujours aujourd'hui. On a des instructions codées, le code génétique, la machinerie de synthèse des protéines, la logique interne de l'embryon pour exécuter le programme. Donc quand on voit ça, on lit presque une description d'un système informatique. Et pourtant, François Jacob était très largement de l'autre côté. Il pensait que l'ADN ne représentait pas un programme de type de programme informatique. Lui pensait que c'était en fait l'ADN provoquait une suite de décisions
qui était étalé dans le temps et qui était basé sur des états génétiques précédents, une sorte d'accumulation, comme je viens de le dire, de propriétés émergentes. Et en fait, tout cela était basé sur le contexte des années 70 qui était très fortement influencé par la découverte du système HLA, du système H2 chez la souris, qui en fait est un système pour les immunoglobulines qui est très largement basé sur des contacts intercellulaires, des molécules qui se trouvent à la surface. Et à cette époque, en particulier à cause du développement de cette théorie du système HLA et H2, les gens, et en particulier à Paris d'ailleurs, pensaient que le développement se basait sur des systèmes identiques, c'est-à-dire que les cellules se communiquaient entre elles par des molécules de membrane, en fait, et que tout cela conduisait à des informations qui passaient de façon horizontale et qui généraient un nouveau type d'information pour la couche suivante. Ça, c'était la vue de François Jacob. Mais si vous regardez en fait les écrits de Sidney Brenner, qui était un collègue et un ami de François Jacob, qui a également reçu le prix Nobel alors pour son travail sur le nématode Sonorhabditis elegans des années plus tard, eh bien, lui avait une vue qui était beaucoup plus influencée par l'informatique naissante et la programmation. Et donc, il pensait que l'étude des mutations de l'ADN devait révéler la nature du programme. Et en fait, c'est une vue beaucoup plus génétique qui influencera le choix de son système modèle et vice-versa. En fait, l'étude de ce système modèle, du nématode, va renforcer sa vue informatique, très informatique de l'ADN. Je vous rappelle tout de même que le nématode, Sonorhabditis elegans, qui est un ver, ce n'est pas un ver en fait, c'est un nématode. Si des spécialistes sont dans la salle, ils m'excuseront, mais appelons ça un ver. C'est un tout petit ver de quelques millimètres qu'on trouve dans la Terre, dans plusieurs habitats, qui à l'état adulte a 959 cellules. Ni une de plus, ni une de moins. Le nombre de cellules est totalement fixé et le linéage cellulaire est totalement fixé. C'est-à-dire que si vous regardez 100 nématodes, tous auront la même structure qui est quasi phylogénétique en fait, mais qui représente non pas des ancêtres des animaux, mais des ancêtres cellulaires. Donc vous avez une cellule en haut qui va donner 2 cellules, qui donne 2 cellules, etc. Donc un système qui par essence est le système déterministe qui a été pendant très longtemps considéré comme le meilleur exemple en biologie d'un déterminisme génétique total. Par exemple, si vous regardez ce petit clone cellulaire ici, en haut à droite, et que vous regardez le destin de toutes ces cellules qui dérivent de cette cellule mère, vous verrez que toutes ces cellules vont fabriquer l'intestin. Autrement dit, cette cellule mère ici, qui s'appelle la cellule E, est une cellule qui est déterminée pour fabriquer de l'intestin, et donc toutes les cellules filles qui vont dériver de cette cellule vont faire l'intestin. Mais par contre, quand vous regardez cette cellule MS, qui est donc la sœur de la cellule E, ces 2 cellules dérivent d'une cellule ici qui s'appelle donc MSE, qui va se diviser en cellules MS et en cellules E, et que vous regardez ce que va donner cette cellule MS, eh bien, elle va donner de la musculature, des gonades, mais vous obtenez également de la musculature à partir d'autres cellules. Donc, ce n'est pas toujours le cas qu'à partir d'une cellule, qu'un linéage cellulaire doit nécessairement dériver d'une seule cellule mère. Donc déjà, cette observation avait en quelque sorte révélait en quelque sorte qu'on pouvait avoir des linéages qui étaient convergents et pas tous des linéages qui dérivaient d'un même point de départ. D'accord ? Le point intéressant là-dedans est que si vous regardez pendant le développement d'où sort cette cellule EMS et d'où sortent ces cellules E et ces cellules MS, vous remarquez qu'on a cette grosse cellule EMS qui va se diviser en MS et en E. Mais la cellule EMS a des contacts avec une autre cellule qui s'appelle P2. Or, si vous faites une ablation de cette cellule P2 par un laser, par exemple, vous enlevez cette cellule,
eh bien, la cellule EMS va se diviser en 2 cellules MS. Donc vous voyez que même dans un système qui est vraiment le système déterministe par essence, les contacts cellulaires ont une importance. Et en fait, c'est ce genre d'observations qui font que depuis, je dirais, une vingtaine d'années, on a une sorte de rétablissement d'un équilibre entre les types de développement qu'on appelle de type régulatif et les types de développement qu'on appelle mosaïque. Mosaïque, c'est vraiment ce type de développement où chaque cellule, ou par exemple chez ces bestioles très improbables qui s'attachent au fond des mers et qui, les ancêtres des vertébrés, ça va me revenir dans une minute, où vous pouvez vraiment suivre le linéage de toutes ces cellules. Et inversement, le système vertébré par essence, qui est un système dans lequel on a tellement de cellules qui font tellement de choses qu'on ne peut pas les suivre. Donc on a des développements par interaction, par signalisation cellulaire, par des voies, etc., etc. Donc de type régulatif. On en enlève une partie, on peut réguler. Dans le cas de C. elegans, on enlève une partie, on ne peut pas réguler. Eh bien, en fait, ces deux notions de mosaïcisme et de développement de type régulatif sont en train de se rééquilibrer un peu, et on s'aperçoit bien qu'aucun organisme n'est que régulatif, ou aucun organisme n'est que de type mosaïque. Je parlais des acidies, bien sûr. Les acidies m'excuseront. Voilà. Alors, si certaines et certains d'entre vous sont intéressés par cette discussion, qui est une discussion intéressante, je dois dire, entre l'importance relative de ces couches d'informations, je peux vous recommander 2 lectures. Une qui est un article vraiment très intéressant de Michel Morange, historien des sciences, un ancien scientifique historien des sciences, et qui touche à l'histoire du complexe T chez la souris. C'est une histoire sur laquelle je reviendrai peut-être aujourd'hui ou demain, ou la semaine prochaine, une histoire absolument remarquable qui représente vraiment le fondement, la naissance de la génétique moléculaire, de la génétique d'abord, puis de la génétique moléculaire chez la souris, donc chez les mammifères. Et puis un ouvrage ici d'Alfonso Martínez Arias, je ne sais pas s'il a été traduit, mais probablement en français, qui est un ouvrage qui essaie justement de rétablir un peu l'équilibre entre le tout génétique pour aller vers un plus cellulaire. C'est-à-dire de dire, attention, l'ADN c'est important bien sûr, mais l'information ne se trouve pas que dans l'ADN. Il ne faut pas oublier la brique essentielle du vivant, qui est la cellule en fait. Parce que c'est de la cellule que tout va se jouer. Donc les cellules sont-elles des agents intermédiaires ou sont-elles les briques centrales, les deux? Et puis surtout, une question qui est une vraie question intéressante en histoire et en épistémologie, c'est comment une théorie du développement, souvenez-vous, une théorie qui était appelée par Thomas Huxley à la fin du XIXe siècle, en fait, suite à la théorie de la sélection naturelle de Darwin. Je dis bien la théorie de la sélection naturelle, pas la théorie de l'évolution, où Thomas Huxley va dire, bon, maintenant qu'on est relativement clair avec une théorie de l'évolution, parce que lui, c'est comme ça qu'il l'appellera, eh bien, il nous reste à trouver une théorie du développement. Et cette théorie du développement, qui n'est pas encore là aujourd'hui, il faut bien le dire, hein, nous sommes toujours à sa recherche, comment pourrait-elle intégrer à la fois une théorie cellulaire et une théorie génétique? Et là, bien entendu, on retombe sur cet antagonisme entre la mécanique du développement, de Entwicklungsmechanik, hein, dont on parlera un tout petit peu plus tard, et puis la génétique, qui sont des disciplines qui, pendant très longtemps, ont eu un grand antagonisme jusque dans les années 80. Voilà. Alors, auparavant, laissez-moi faire un bref résumé de quelques points essentiels dans cette relativement nouvelle discipline maintenant de l'évo-dévo. Je vous parle d'une quarantaine d'années tout de même. Depuis le temps qu'on dit que c'est nouveau, les années passent, et puis ça fait une quarantaine d'années. En vous mentionnant les 3 points vraiment essentiels qui ont été à la base de cette discipline, le premier point que j'appellerais l'universalité des gènes, 1985. Je pense que pour vous toutes et vous tous, c'est un point qui est tellement acquis
qu'on ne peut même pas imaginer, que cela ne fait que 40 ans qu'on connaît cette ressemblance, en fait, cette identité. Tous nos gènes sont présents chez les vertébrés, les invertébrés, les gènes des invertébrés sont présents chez nous. Bien sûr, il y a des petites différences, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on parle de l'universalité des gènes, proviennent tous d'un ancêtre commun, avec des duplications, etc. Deuxième point, l'universalité des principes, qui arrive à peu près 5-6 ans plus tard. On s'aperçoit qu'en fait, ce ne sont pas seulement les briques qui ont été conservées entre tous les animaux, mais la façon dont ces briques s'agencent, se parlent, etc. Donc une universalité des principes. Par exemple, pensez aux voies de signalisation. La façon dont les cellules se parlent, bien, c'est la même chez les mouches, chez les vers ou chez les mammifères. Et puis finalement, je dirais, un peu avant le séquençage du génome humain, l'idée que les génomes étaient universels finalement. Alors bien sûr, ils ne se ressemblent pas. Et bien sûr, vous pouvez immédiatement faire la différence entre le génome de et de. Mais dans le fond, l'organisation générale, la structure des chromosomes, la façon dont ils se répliquent, la façon dont ils sont transcrits, tout ça est conservé. Donc on a une conservation, en fait, des génomes. Alors cela nous a fait passer d'une explication qui était basée sur la présence ou l'absence de gènes particuliers à une explication qui aujourd'hui est basée sur l'utilisation différente de gènes. Et ça paraît trivial, mais c'est un changement de paradigme qui a été totalement essentiel. Je l'ai souvent dit, mais au moment où je faisais mes études, on expliquait les différences entre animaux par des différences de gènes. C'était très confortable, c'était très simple finalement. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation qui est beaucoup plus compliquée. On se dit, mais puisqu'on a les mêmes gènes finalement, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous pareils ? C'est une vue qui est extrêmement difficile à intégrer dans notre contexte très anthropocentrique de la considération du monde vivant. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment pénétré, je pense, la mémoire collective. Et nous sommes toujours à la recherche, en particulier, je dirais, nos collègues neurobiologistes, parce que les autres ont abandonné cette recherche depuis longtemps, mais à la recherche de ce gène particulier qui ferait de nous des êtres conscients, etc., pour éviter la 4e ou 5e grande vexation de l'humanité, de se dire que même dans notre système nerveux, même dans l'acquisition de notre conscience, en fait, il n'y a rien de neuf. C'est juste plus, mieux, mais ce n'est pas nouveau. Si vous regardez le nématode que je vous montrais tout à l'heure, on a en gros une quinzaine de milliers de gènes, qui est le même nombre que l'on trouve chez de grand nombre d'invertébrés, chez la mouche, etc., chez les crevettes, vous allez avoir à peu près ce nombre de gènes. Or, en fait, chez Homo sapiens, on est à peu près à 22 000 gènes, ce qui... je ne vais pas revenir sur cet anthropocentrisme, mais c'est intéressant de voir que la prédiction à l'époque du nombre de gènes était aux alentours de 120 000, 130 000, puisqu'on connaissait le nombre du gène chez la mouche. Donc ça vous montre à quel point on pensait que nous étions supérieurs à ces insectes. On prévoyait 120 000, 130 000 gènes, et puis finalement il y en a 22 000. Mais il reste toutefois que nous sommes beaucoup plus compliqués qu'une mouche. Et quand je dis nous, c'est à la fois les humains, mais également beaucoup de mammifères. Et donc le problème est comment peut-on expliquer cette différence de complexité ? Alors il y a plusieurs facteurs, on en a déjà discuté dans ce cours à plusieurs reprises. Il y a évidemment une complexification des structures géniques, une complexification des systèmes d'épissage, je vais y revenir dans une minute parce qu'on va en discuter dans le cours. Il y a une diversification des fonctions. On demande à un gène maintenant de faire plusieurs fonctions alors qu'il n'en faisait qu'une auparavant. Ça, c'est grâce à la présence des enhancers. Je vais aussi en discuter une petite minute. Et puis la complexification des réseaux de gènes, qui est relativement facile à comprendre. C'est une complexification qui est presque logarithmique finalement. Quand vous avez des gènes qui font des protéines qui se parlent, qui se signalisent verticalement, horizontalement, quand vous commencez à mettre des réseaux ensemble, vous multipliez la connexion entre ces
ces différents éléments et vous complexifiez à l'envi, en fait, ce système. Ces notions de variation de régulation, en fait, sont déjà prégnantes dans les années 70. Hein, ça ne dérive pas des années 80. Et je pense en particulier à Alan Wilson et à Marie-Claire King, qui, eux, avaient déjà remarqué qu'entre les chimpanzés et les humains, il y avait des similarités dans certaines molécules. À l'époque, il n'y a pas de séquençage, il n'y a rien, hein, mais il y a des similarités dans certaines molécules, et donc qui disent que ces macromolécules sont tellement semblables que probablement des mutations de régulation doivent être à la base des différences biologiques. Et puis évidemment, François Jacob encore, qui arrive en 1977 avec sa conférence à Berkeley sur le bricolage de l'évolution, où il va écrire, c'est une question de régulation, pas de structure. Donc cette idée de bricolage, cette idée qu'en fait tout est redéployé, mais rien n'est vraiment inventé, parce que ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus simple de changer des systèmes de régulation, de recycler des gènes existants, que d'en créer de nouveaux. Cet empilement successif de fonctions, ce recrutement d'un gène de développement particulier pour accompagner l'émergence d'une nouvelle fonction, d'une nouvelle structure, requiert bien sûr des changements au niveau de la transcription des gènes. Et c'est le point commun, je pense, des 3 publications que je vais vous présenter dans ce cours. C'est cette idée de modification de la transcription. Et c'est pour ça que je souhaitais passer quelques minutes pour, là encore, vous parler des fondamentaux de ce phénomène qui se passe, qui est un phénomène absolument invraisemblable, hein, qui est en train de se passer partout, là, dans notre intestin, on transcrit pour pouvoir assurer la production de protéines. Et je voulais être sûr que tout le monde a dans l'esprit la façon la plus simple possible dont cela se passe. Alors vous êtes ici dans un noyau avec de l'ADN qui est une molécule double brin, qui est un polymère qui est fait donc de 4 molécules, de 4 bases, et qui est un polymère double brin. Les bases s'appariant, AT, oui, ah voilà, ici, là. Donc vous avez un appariement entre les A et les T, et les C et les G. D'accord ? Cette molécule d'ADN va s'ouvrir en quelque sorte, respirer, à l'arrivée de signaux particuliers qui vont apporter des structures enzymatiques très lourdes, qu'on appelle des polymérases. C'est un complexe protéine extrêmement compliqué et grand, en fait, qui va atterrir sur l'ADN, sur des séquences particulières, et qui va transcrire, donc copier, un des 2 brins de cet ADN en un autre type de polymère qui, cette fois, est un acide nucléique simple brin, c'est de l'ARN. C'est ce que vous voyez là, cet énorme complexe polymérase, et puis cette molécule qui sort, qui est ici une molécule d'ADN. Donc cette polymérase va progresser. En fait, la polymérase ne progresse pas, on s'en est aperçu assez récemment, c'est l'ADN qui passe dans la polymérase. Ce n'est pas la polymérase qui gratte, en fait, l'ADN, c'est la polymérase qui arrive, et puis il y a de l'énergie, de l'ATP, etc. Et l'ADN passe au travers de la polymérase, et va produire cette grande molécule d'ARN, qui est un polymère qui est très similaire à l'ADN, avec une exception, c'est qu'une base est remplacée, on n'a plus de thymine, mais on a un uracile, donc un U, et c'est de cette façon qu'on peut faire la différence, ce qui fait la différence entre un ARN et un ADN. Alors le point important là-dedans, c'est que, bien sûr, c'est l'atterrissage de cette polymérase qui va dépendre de séquences adjacentes, et on reviendra là-dessus plus tard. Mais un point qui est très important, c'est ce qui va se passer avec cet ARN. Cet ARN, c'est une très grande molécule qui est colinéaire avec l'ADN, et cette molécule va être processée, elle va être modifiée, éditée par toute une série de différents systèmes. Elle va être modifiée à son extrémité 5', elle va être modifiée à son extrémité 3', elle va être coupée, on va rajouter des choses pour que ce soit un peu plus stable, etc.
Et puis surtout, elle va être épicée, c'est-à-dire que des morceaux de cet ADN vont disparaître. Ces morceaux correspondent à ce qu'on appelle des introns dans l'ADN. Donc vous avez ici une structure d'un gène en haut qui est très classique, avec ici l'ADN qui va être transcrit. Vous avez ici la séquence promoteur qui est, grâce à ces éléments proximaux ici, qui est la séquence qui va être reconnue par cette enzyme polymérase. Donc la polymérase va arriver sur cette séquence promoteur et va commencer à transcrire. Et vous voyez qu'on va transcrire ici une séquence d'ADN qui est un exon. Ensuite, il y a une séquence qui sera éliminée, qu'on appelle un intron. Cette séquence sera conservée, cette séquence sera éliminée, etc., etc. L'élimination de ces séquences et l'addition de séquences de groupes terminaux en 5' et en 3' vont donner ce qu'on appelle un ARN messager. Cet ARN va transiter dans le cytoplasme et va rentrer dans le système de traduction de protéines. Cet ARN va servir de copie, de matrice pour produire une protéine. Alors cet épissage, c'est vraiment un mécanisme qui est absolument essentiel et qu'il faut bien comprendre. Cet épissage, il dépend en fait de systèmes enzymatiques qui vont reconnaître un site donneur et un site accepteur. Donc vous allez avoir ici dans l'ADN, à la transition entre cette séquence d'ADN et cette séquence d'ADN, un site qui, à la lecture par ce système enzymatique, va être reconnu comme un site donneur. À partir de là, on donne. Et puis, ici, à la re-rentrée dans cet exon, on va avoir un site de type accepteur. Ce site accepteur, en fait, c'est essentiellement 3 bases qui sont précédées d'une grande chaîne de polypyrimidines, CTTTT, CCT. Et ça, c'est reconnu par la machinerie comme étant l'endroit où on va rebrancher. Et donc, ça va former un loop, un LARIA, ça va former un loop qui va être enlevé, et on va avoir collage de ces deux séquences exoniques, et la séquence intronique, vous voyez là, va disparaître. Donc ça, c'est extrêmement important parce que la qualité des sites donneurs et des sites accepteurs va dépendre de la probabilité de la machinerie d'enlever la partie intronique ou pas. Si vous avez un site donneur qui est excellent, qui correspond 100% au site type donneur, et un site accepteur qui correspond 100% à l'archétype du site accepteur, vous allez, dans 100% des cas, enlever la séquence exonique. Mais si vous avez un des deux sites qui correspond exactement à la bonne séquence et l'autre pas, vous allez peut-être avoir un site donneur qui va donner, mais on ne va pas reconnaître le site accepteur. Donc on va continuer à aller rechercher un site accepteur qui va se trouver plus loin. Et ça, vous le voyez très bien dans ce schéma-là. Donc vous avez, dans le cas de figure idéal, ici, un exon, un intron, un exon, un intron. Vous allez avoir, excusez-moi, ici un intron, un exon, un intron. Non. Je recommence. Un intron en bleu, un exon en noir ici, cette petite ligne. Un intron en rouge, un exon, un deuxième exon ici, un tronc en noir, et puis un exon en bleu. Alors, bleu, rouge, bleu, ça n'a aucune signification, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, si le site donneur ici est très bon, mais que ce site accepteur ici est mauvais, eh bien, on va faire un épissage qui va partir ici et qui va retrouver ici, pour autant que le site accepteur-là soit bon. D'accord ? Donc, en fait, c'est un système qui génère de la variété, de la diversité. Alors, cette diversité, dans le cas idéal, ce que je disais, c'est où tous les sites sont parfaits, eh bien, vous avez un petit épissage ici et un petit épissage ici. Ça, c'est le cas de figure idéale. Donc, vous allez finir avec une molécule d'ADN qui sera bleu, rouge, bleu, d'accord, et qui va traduire une protéine qui correspondra
un cadre de lecture qui passera sur ces exons. Hein. Dans le cas de figure ici, où vous avez un mauvais site accepteur, vous allez passer directement à ce site-là. Et là, vous avez deux possibilités. Soit le cadre de lecture de la protéine est conservé. Je vous rappelle que la protéine va être produite par un ensemble de triplets de 3 lettres d'ADN. Donc, soit vous enlevez un morceau d'ADN qui est un multiple de 3, et là, vous conservez le cadre de lecture, soit vous enlevez un morceau d'ADN qui n'est pas un multiple de 3, vous avez quand même 2 chances sur 3, et là, vous cassez le cadre de lecture. Donc, la protéine devient une protéine tronquée. D'accord ? Donc ça, c'est la première raison de l'importance de l'épissage. Et cet épissage dépend évidemment de la qualité des séquences, mais aussi d'une spécificité tissulaire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore extrêmement bien comprise, mais vous pouvez avoir des séquences identiques, un gène normal, qui, dans un tissu particulier, va plutôt épisser cette partie, alors que dans un autre tissu, va plutôt épisser cette partie, ce qu'on appelle l'épissage différentiel, qui est tissu spécifique. Et ça permet à des types cellulaires, à des tissus, de produire des ARN différents et éventuellement des protéines différentes. D'accord ? Vous pouvez également avoir ce qu'on appelle une rétention d'introns, c'est-à-dire que les sites sont mauvais, vous gardez tout. Peut-être que vous allez avoir une protéine, mais vraisemblablement, au sein d'un des introns que vous allez conserver, il y aura un signal stop, vous allez arrêter votre protéine, vous allez avoir une protéine tronquée, etc. D'accord ? Donc, vous avez tout ce système de combinatoire. Et la deuxième chose qui est vraiment importante à comprendre dans ce système d'épissage, et c'est ce qui en fait vraiment toute sa beauté biologique finalement, c'est que très souvent, les protéines, qui sont en règle générale, qui ont des peptides, une multifonctionnalité de leurs peptides, c'est-à-dire que les protéines sont multifonctionnelles, prenez l'exemple d'un facteur de transcription qui va se lier à l'ADN. C'est une protéine qui va devoir se lier à l'ADN. Donc elle va devoir avoir une séquence de sa protéine peptidique qui reconnaît l'ADN. Ensuite, cette protéine va devoir probablement lier des cofacteurs. Donc il va falloir une séquence de cette protéine qui va être dédiée à la liaison à un cofacteur. Puis cette protéine, elle va faire quelque chose. Elle va activer la transcription ou réprimer la transcription. Donc il va falloir une séquence protéique qui va activer ou ne pas activer la transcription. Prenez une protéine membranaire, un récepteur. Il va falloir une partie de la protéine qui reconnaît la membrane, qui se met dans la membrane. Une partie de la protéine qui reçoit le signal. Une partie de la protéine qui est à l'intérieur de la cellule qui transmet le signal. D'accord ? Donc les protéines sont multifonctionnelles. Eh bien, ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que cette multifonctionnalité dépend des structures exoniques. C'est-à-dire que très généralement, vous allez avoir une fonction dans cette partie-là, une fonction dans cette partie-là, une fonction dans cette partie-là. Donc les fonctions peptidiques, si vous voulez, les sous-fonctions de la protéine, sont très souvent distribuées dans des exons différents. Et ça vous explique comment l'évolution a pu travailler, parce qu'à partir du moment où vous avez une structure modulaire, vous pouvez recombiner les modules. Et c'est comme ça, par exemple, que tous les facteurs de transcription ont évolué avec un module qui lie l'ADN, et puis sont venus se recombiner d'autres modules par des transposons, par peu importe, des autres modules qui ont à chaque fois fait un épissage ou lié ce module de liaison, et donc on peut construire des tas de protéines en recombinant ces différentes parties. Donc c'est vraiment un point hyper important, et c'est un point essentiel pour la première publication que je vous présenterai. Alors je vous rappelle aussi rapidement, c'est un point important également, que quand on parle de transcription, on a deux grands types de transcription qu'il s'agit de pas vraiment confondre. Il y a une transcription de gènes qui produisent des ARN, qui produisent des protéines,
qu'on a tendance à mépriser un peu, qu'on appelle des protéines de ménage ou des gènes de housekeeping, mais qui ont une certaine grandeur finalement, parce que ce sont des protéines, des gènes qui nous font vivre. Ce sont les enzymes, ce sont tous les gènes qui sont nécessaires à fabriquer une cellule, par exemple, à fabriquer de la membrane. Ce sont des gènes qui sont essentiels pour toutes les cellules dans tous les cas de figure. Et généralement, ces gènes sont relativement, je dis bien relativement simples au niveau de leur transcription. C'est un niveau de base qu'on trouve partout, c'est pour ça qu'on les appelle des gènes de cuisine, des niveaux très basiques qui vont produire à l'envi, pendant toute votre vie, le matériel nécessaire à fabriquer ce qui manque, hein, et puis à faire fonctionner la bête. Bon. Et puis il y a un autre type de gènes, qui sont des gènes qui, eux, dont les gènes de développement font partie, dont beaucoup de gènes qui, par exemple, s'occupent des systèmes hormonaux, même chez l'adulte, font partie, qui sont des gènes généralement pléiotropiques, qui sont exprimés très fortement, mais dans des endroits très spécifiques, à des temps très spécifiques. Donc c'est deux structures dans l'ADN qui sont relativement différentes. Une structure génétique où on a besoin simplement d'une activation de ménage, en fait, quelque chose qui tourne, hein, qui va produire une protéine dont on a besoin. Et puis d'autre part, des structures beaucoup plus complexes qui vont devoir être activées, désactivées dans cet organe, dans ce tissu, à un temps T, T1, T2, T4, etc. Et la deuxième catégorie, dont font partie tous ces gènes de développement dont je vous parle depuis maintenant 8 ans, nécessite bien sûr un contrôle de transcription qui est beaucoup plus subtil, d'où cette notion d'interrupteur moléculaire, qui sont des séquences qui sont capables de dire en marche, j'arrête, stop, ces fameuses séquences enhancers dont on a déjà beaucoup discuté. Je vous montre deux images de résumé de ces séquences enhancers, surtout sur l'historique, parce que j'ai toujours trouvé l'historique de ces séquences enhancers vraiment très intéressant. C'est dans le laboratoire de Walter Schaffner en 2015, en 1983, sauf erreur, qui, à l'époque, très très peu de gènes sont disponibles. Hein, c'est le début du clonage des gènes, en particulier des gènes humains. Quelques gènes sont disponibles, dont le gène de l'insuline, qui a été cloné par des gens qui étaient intéressés pour des raisons évidentes, le gène de la globine. Et l'idée à l'époque, c'est vraiment d'essayer d'exprimer ces gènes, de pouvoir les transcrire dans des systèmes in vitro. On est vraiment au tout début de... Et pour faire ça, Walter Schaffner, comme beaucoup de gens de l'époque, utilise un virus, qui est un virus ADN double brin, qui s'appelle SV40, un virus de singe. Et donc, il introduit dans ce virus un gène de la globine, sauf erreur de lapin, je ne sais plus exactement. Et puis il essaye d'introduire ce plasmide, ce virus, avec le gène de la globine pour voir s'il peut exprimer cette protéine, s'il voit ce gène transcrit dans des cellules. Et puis il s'aperçoit d'une chose, c'est que dans le cas où il a ce gène, vous voyez ici le résultat, ici c'est un contrôle, c'est la taille qu'il devrait obtenir, c'est une autoradiographie, hein, à l'époque c'est comme ça que ça se fait, on marque de façon radioactive le produit, et puis on regarde la taille du produit en le faisant migrer sur un gel. Et là, il voit ce qu'il devrait obtenir, la taille contrôle, et ça, c'est ce qu'il obtient quand il utilise le SV40, qui est propre. Mais il s'aperçoit totalement par hasard que dans certains cas, il a un virus qui a gardé une séquence, et il voit qu'il y a 200 fois la quantité d'ARN, donc il y a un boost de 200 fois, quand ce petit virus SV40 a gardé, enfin ce n'était pas l'idée, hein, mais a gardé ces séquences qu'on appelle des repeats de 72 paires de bases. En fait. Et il s'aperçoit qu'en enlevant après ces séquences, il retombe à un niveau qui est très bas. Et c'est la première observation d'une séquence particulière, c'est une séquence virale, une séquence particulière qui avait la capacité, quand on la met en amont d'un gène, d'un promoteur, dans n'importe quelle direction, c'est important, la capacité d'augmenter la transcription d'une façon absolument spectaculaire. Et après, je vous passe tout ce qui a été découvert par la suite. Beaucoup d'enhancers sont des enhancers qui sont non viraux, évidemment, qui existent à l'état natif dans notre ADN, en amont de
de gènes particuliers. J'aime bien cette histoire parce que ça vous montre à quel point la différence, à quel point il y a une différence entre ce qu'on appelle le hasard et la sérendipité, en fait. C'est exactement le bon exemple du serendipity. Hein. C'est quelque chose que l'on trouve par hasard, mais pas par hasard. C'est qu'on cherche quelque chose et on trouve quelque chose d'inattendu qu'on n'aurait pas trouvé autrement, en fait. Alors tout cela a conduit à une structure archétypale de la régulation génétique aujourd'hui. Cette image date de 2015. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a déjà aujourd'hui, on la construirait un peu différemment. On introduirait des condensés, etc. Mais je pense que dans la base, c'est vraiment une image qui aide à conceptualiser vraiment ce qui se passe pour cette deuxième catégorie de gènes, donc ces gènes qui sont soumis au contrôle d'enhancer et qui sont activés très fort dans des endroits très restreints. Vous avez un gène ici, 2 exons, un intron. On appelle ça une unité de transcription. Cette unité de transcription, elle va être flanquée de séquences soit en vert qui sont des séquences activatrices, soit en rouge qui sont des séquences inhibitrices. Et de façon à préserver, alors c'est une vue un peu finaliste, hein, c'est une façon de parler, mais la façon qui a été évoluée de préserver les interactions entre ces séquences et ce promoteur particulier, c'est de rentrer toute cette structure qui peut aller jusqu'à 500 kilobases, une mégabase, donc ça peut être très grand au niveau de la chromatine, de rentrer cette structure dans un domaine chromatinien qui est flanqué de frontières. Donc il faut vous imaginer une molécule de chromatine, donc une molécule d'ADN qui a en plus toutes les protéines qui viennent se fixer dessus. Il faut vous imaginer non pas quelque chose de linéaire, mais un ensemble de petites pelotes, en fait, chaque pelote contenant 1, 2, 3, 4 de ces unités de transcription. Et la raison probablement pour laquelle cette structure a été sélectionnée, c'est que de cette façon, on empêche cette séquence enhancer d'aller travailler sur un gène qui se trouve à côté. Donc on préserve une sorte d'unité fonctionnelle. Et effectivement, lorsque l'on compare les structures génomiques entre les animaux, au sein des vertébrés par exemple, on trouve toujours les mêmes structures pour les mêmes unités de transcription. Donc on a vraiment un besoin de mettre ces unités au sein d'un contexte topologique particulier. Il y a quelques années, je vous avais montré cet exemple qui illustre bien, je pense, cette idée de pléiotropie. C'est un exemple qui vient des travaux de Prudhomme et de Gompel, qui était publié dans Scientific American en 2008. C'est un gène qui s'appelle yellow chez la mouche. Alors, ce n'est pas un gène qui rend la mouche yellow. C'est un gène qui, comme d'habitude, quand on l'enlève, va rendre la mouche yellow. C'est comme ça qu'on nomme souvent les mutations génétiques. Et vous voyez que ce gène a en amont 2 séries d'enhancers, une série ici, donc ces protéines qui sont liées, qui expriment ce gène dans l'abdomen, et une série ici qui exprime ce gène dans l'aile. D'accord ? Donc, quand vous avez une perte de fonction ici, une mutation dans cette séquence, cette protéine ne lie plus, cet enhancer devient inactif, ce gène va continuer à être exprimé dans l'aile, normalement, les ailes seront normales, mais par contre, il y aura un défaut dans l'abdomen, il va devenir jaune. Et inversement, si ici vous avez un gain de fonction, vous avez une protéine supplémentaire qui arrive, eh bien dans ce cas-là, l'aile va avoir un phénotype, ces taches ici, qui sont importantes pour la reproduction, etc. Mais par contre, l'abdomen ne va pas changer. Donc on a une structure modulaire. En fait, on a de la modularité partout. Vous avez une structure modulaire dans la régulation, vous avez une structure modulaire dans l'épissage, vous avez une structure modulaire dans les domaines peptidiques. Donc ça vous permet de produire des combinaisons d'informations en fait, qui sont très riches. Et chez les vertébrés, eh bien, on a un système qui est très comparable, alors, qui est beaucoup plus grand. Les tailles de ces domaines de régulation sont beaucoup plus grands. Et je vous montre un exemple ici, c'est le dernier que je vais vous montrer. Vous avez un gène en noir
Et puis sur pratiquement une mégabase, vous allez avoir toute une série d'enhancers. Et vous voyez, certains de ces enhancers sont parfaitement redondants. Vous allez avoir des enhancers qui vont fonctionner de façon similaire, ce qu'on appelle des holo-enhancers, mais d'autres vont être différents. Vous allez ici avoir, par exemple, dans le tube neural, ces deux enhancers vont fonctionner dans le tube neural. Mais celui-ci va également fonctionner dans les membres, vous voyez, alors que celui-ci ne le fera pas, etc., etc. Donc une combinatoire de régulation. Alors ce qu'il y a de fascinant, lorsque vous êtes intéressé dans l'évolution, en fait, c'est que quand vous regardez simplement ces combinaisons d'enhancers, vous pouvez faire une sorte d'archéologie de régulation. Vous pouvez remonter au moment où ces enhancers sont apparus. Et je vous montre ici un exemple qui est vraiment très parlant. C'est un embryon qui est en vert ici. Vous voyez partout où un gène est exprimé. Vous voyez que ce gène est exprimé dans les membres, dans le bout des membres, dans l'intestin. Bon. Le système nerveux ici, toute cette partie dorsale, le système nerveux, il remonte au précordé. C'est 500 millions d'années. D'accord ? Mais par contre, si vous regardez les mains et les pieds, les doigts, c'est le Dévonien supérieur, c'est moins 370 millions d'années. Donc on est 200 millions d'années plus tard. Ça veut dire que l'enhancer, la régulation de ce gène qui était dans un système nerveux, a été coopté, recruté plus tard au moment de l'émergence des doigts, et pas l'inverse évidemment. Et puis si vous regardez ici, vous avez les follicules des moustaches. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est les moustaches, comme les poils, les moustaches, comme vous le savez sans doute, c'est ce qu'on appelle un trait qui est une synapomorphie, c'est ce qu'on appelle une synapomorphie des mammifères. C'est-à-dire que tous les mammifères ont des poils. Il y a une exception, hein, mais sous les écailles, vous voyez quand même certains poils qui sortent. Tous les mammifères ont des poils, et tout ce qui a des poils est un mammifère. Donc c'est une synapomorphie des mammifères. Eh bien, vous voyez que les mammifères, ils arrivent à moins 180 millions d'années. Donc on peut reconstituer une sorte de généalogie de ces régulations. Je trouve ça, c'est fascinant, en fait. On voit que quelque chose qui était actif à l'origine, un gène actif dans le système nerveux, a été progressivement recruté, plutôt, comme on le disait tout à l'heure, que de mettre au point de nouveaux gènes. C'est extrêmement compliqué pour faire des doigts, pour faire des poils. Non, on est simplement allé chercher un gène qui faisait autre chose, et puis on lui a demandé de faire un travail supplémentaire. Alors, il y a deux définitions que j'utilise parfois de façon similaire, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Il y a cette notion de pléiotropie, qui est que la mutation d'un gène peut avoir des effets multiples. C'est une définition qui est relativement génétique, je veux dire. C'est en fait la définition d'un syndrome. C'est ce qu'on appelle une maladie syndromique chez les humains, où pratiquement toutes les maladies génétiques sont des maladies syndromiques, à l'exception de quelques maladies qui touchent des types cellulaires très tardifs. Je pense par exemple aux thalassémies, où c'est des maladies des globules rouges, où là, ce sont des gènes extrêmement spécifiques aux globules rouges, globines, etc. Mais généralement, lorsque l'on parle de problèmes génétiques chez un enfant, malheureusement, c'est très vraisemblablement un problème syndromique, même si parfois on ne le voit pas. Même si on dit que c'est une maladie non syndromique, il faut juste regarder un peu et chercher. La multifonctionnalité, c'est un peu différent. C'est une définition mécanistique qui fait qu'un gène peut avoir des fonctions différentes, des fonctions multiples. Donc c'est le fait qu'une protéine peut avoir des fonctions multiples. Alors la queue. Pourquoi s'intéresser à cette structure qui peut sembler relativement modeste finalement, et pourquoi ne pas s'intéresser à la conscience, au système nerveux, à des systèmes complexes? Eh bien, il y a toute une série de raisons pour lesquelles cet organe, cette structure est absolument remarquable
pour des raisons qui sont très différentes, en fait. La première, c'est que c'est une structure anatomique qui est visible. Alors, ça paraît trivial, mais ce n'est pas souvent le cas. Quand vous faites, par exemple, un criblage génétique, eh bien, vous pouvez travailler sur le nombre de branchements que vous avez dans les poumons, mais ça va vous demander un travail extraordinaire de dissection, d'analyse, etc. Quand vous faites un criblage génétique qui touche à la longueur de la queue, c'est rapide, parce que vous le voyez. Deuxième raison, c'est que c'est une structure qui, de façon évolutive, est très adaptée. On peut faire des liens relativement directs entre des écotypes, entre des milieux dans lesquels les animaux se meuvent, et l'existence, la longueur, l'épaisseur, etc. de la queue. Et on reviendra là-dessus en troisième leçon. La queue fait appel à des principes de développement qui sont des principes totalement généraux. Que vous regardiez les facteurs de transcription, que vous regardiez les voies de signalisation, la façon dont les cellules se parlent, les types de signaux, vous retrouvez dans la queue les signaux qui fabriquent l'intestin, les signaux qui fabriquent les frontières dans le système nerveux, les signalisations Wnt, Notch, FGF, TGF-bêta, tout ça, vous le trouvez dans l'extension de cette petite structure. C'est une structure en plus qui a une importance vraiment historique dans le développement de la génétique moléculaire chez la souris. Et je vous parlerai un petit peu de l'histoire de ce leucusté, qui est une histoire qui est absolument magnifique, qui est parisienne d'ailleurs, absolument magnifique. Et puis, bien entendu, cette perte cruelle caractéristique des hominoïdes, hein, des grands singes dont nous faisons partie, donc Pongo, Pan, orang-outan, les chimpanzés, qui ont perdu cette queue alors qu'elle est présente dans tous les singes qui ne font pas partie des hominides. Pourquoi? Est-ce que ça a correspondu à une transition critique dans notre façon de nous mouvoir, dans la station debout, etc. Alors, perte de la queue chez les hominoïdes, oui, mais pas vraiment. En fait, et si vous regardez une publication qui a probablement échappé à beaucoup de monde, puisqu'elle date de 1885, publication d'un scientifique français qui, à l'époque, était directeur de l'Institut de zoologie à Genève, Hermann Voll, qui est une famille de banquiers très riches, probablement huguenots, je n'ai pas regardé, qui partira à Villefranche en 1886. C'est lui, en fait, qui participera au développement, à la fondation de la station de zoologie de Villefranche, qui existe toujours, qui meurt d'ailleurs en 1892 dans le naufrage de son bateau qu'il avait appelé l'Aster, par analogie à un astère, dans le golfe du Lion. Il y a des rumeurs qui disaient que c'était un espion. Enfin, une histoire très, très curieuse qui avait étudié chez Ernst Haeckel et qui va s'attaquer au problème de la queue. À l'époque, c'est la grande époque de Wilhelm His, donc de l'anatomie de l'embryon humain. On commence à avoir des images et des renseignements sur l'embryon humain. Et Hermann Voll va publier ce papier qui s'appelle « Sur la queue de l'embryon humain » dans le compte-rendu de l'Académie des sciences, où vous voyez qu'il va écrire cette chose absolument invraisemblable. Il dit Monsieur His, il trouve cependant un prolongement de la corde dorsale, la moelle épinière, mais point de segmentation, l'un et l'autre admettent, etc., etc. Sur ce point capital, mes recherches m'ont amené à un résultat diamétralement opposé à celui de mes devanciers. L'erreur de M. His, quelque chose qu'on ne pourrait pas écrire aujourd'hui, en fait. L'erreur de M. His, il faut savoir quand même que Wilhelm His, à l'époque, c'est déjà la star européenne, mondiale de l'anatomie, le plus grand anatomiste de l'époque. Hein. L'erreur de M. His vient de ce que les embryons les plus âgés dont il a fait la reconstruction, ceux de 7 mm, et une fraction précisément 34 myomères, donc 34 étages, si vous voulez. D'accord ? Donc en fait, il dit que Wilhelm His, ayant atteint un stade de l'embryon humain qui correspondait à ce qu'il voyait chez l'adulte, avait conclu que c'était la forme adulte. Et Hermann Voll dit, j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie, etc. Il y a donc une augmentation du nombre pendant la 4e semaine. Ce fait m'engagea à rechercher si ce nombre irait peut-être encore en augmentant pendant la 5e semaine, et mon attente ne fut pas trompée.
l'embryon humain de 9 mm, où la queue atteint son maximum de proéminence, possède, en italique, possède un nombre de vertèbres supérieur à celui de l'adulte. C'est une publication, pour la petite histoire, que j'ai trouvée chez un antiquaire à Bâle, car cette publication faisait partie de la collection privée de Friedrich Mischer. En fait, vous savez, à l'époque, comme il n'y avait pas Internet, on s'envoyait des tirés à part, des publications. Et j'ai trouvé ça chez un antiquaire qui faisait signé de la main d'Hermann Voll, dédié à son maître Friedrich Mischer. Et donc il conclut, il résulte de ces faits que l'embryon humain, pendant la 5e et la 6e semaine de son développement, est muni d'une queue incontestable, régulièrement conique, allongée, qui mérite sous tous les rapports le nom que je lui donne. Cet organe, évidemment dépourvu de toute unité physiologique, doit être classé au nombre des organes représentatifs. Alors, c'est un peu anecdotique, mais c'est très important. Ça montre qu'en fait, l'humain n'échappe pas, les hominoïdes n'échappent pas au plan corporel général des vertébrés, et que pendant notre développement, à un moment, on a quelque chose qui ressemble à une ébauche de queue, mais qui va évidemment disparaître chez l'adulte. Alors cette queue, comment se développe-t-elle? Bien, je vais assez rapidement vous donner les étapes principales. On va rentrer dans quelque chose d'un peu plus compliqué. Si certains ou certaines d'entre vous souhaitent avoir plus d'informations sur le développement de la queue, qui est une très bonne façon de comprendre l'embryologie, en fait, parce que, encore une fois, c'est un système simple. Bien, je vous recommande ces deux publications, une de Moïse Malo à Lisbonne, sur le, vous voyez, un gene playground, donc en fait un parc de jeux, finalement, pour l'évolution, tellement... Parce qu'évidemment, la queue, il n'y a pas de vraie pression sélective, donc c'est vraiment Oh, d'ailleurs, ça me rappelle une phrase d'Edwin Goodrich, dans les années 50, un anatomiste anglais, qui disait que la nature got tired of counting by the end of the day. Donc la nature devient fatiguée à la fin du développement. D'accord? Et c'est pour cette raison que toute la partie antérieure de notre corps doit être construite de façon extrêmement précise. Imaginez que toute cette partie-là contient les racines des nerfs crâniens, c'est ce qui nous font respirer, c'est ce qui nous font vivre. Donc tout le début doit être fait de façon extrêmement précise. Quand vous arrivez dans la partie postérieure, c'est plus tellement important, en fait. Et je me souviens vous avoir mentionné ça quand j'avais discuté il y a quelques années un cours sur les membres. En fait, si vous allez à la galerie la grande galerie d'anthropologie, qui est fermée malheureusement, donc n'y allez pas, mais vous verrez que tous les animaux ont un seul os dans la partie proximale du membre. Un seul. Jamais vous trouverez quelque... Dans la partie du zygopode, donc la partie intermédiaire, vous allez avoir deux os, bien entendu. Mais parfois, ils sont fusionnés. Parfois, c'est compliqué de voir qu'il y en a deux, etc. Et puis, quand vous arrivez dans les doigts, alors là, c'est carrément le chaos. Donc, encore une fois, vous avez une stabilité proximale et une variabilité distale. C'est ce que voulait dire Edwin Goodrich. Et c'est pour ça que quand vous arrivez dans les parties postérieures, il y a moins de pression de sélection interne, évidemment, pour la construction du plan du corps. Et donc, ça permet à l'évolution de travailler d'une façon beaucoup plus visible. C'est ça. Puis l'autre, c'est une revue, entre autres, de Valerie Wilson, qui a vraiment beaucoup travaillé sur le développement de la queue et qui est une des personnes en Angleterre qui est le plus au courant de ces faits. Alors, dans ce premier article de Moïse Malo, il donne toute une série de justifications, de fonctions de la queue que la plupart des gens ignorent, en fait. Et on s'aperçoit, par exemple, que la queue, chez les kangourous, bien entendu, a presque une fonction de membre supplémentaire. Les kangourous s'assoient sur leur queue. Chez certains geckos, reptiles, la queue sert pour des stockages de graisse. Vous avez peut-être vu ces images de ces geckos qui ont une queue très très épaisse. Chez le castor, il semble que la queue soit là pour un contrôle de la température interne, etc., etc. Donc, c'est une structure qu'on a tendance à mépriser un peu, mais qui en fait a de très très nombreuses fonctions. Pensez à tous les chats, les animaux qui vivent en milieu arboricole.
généralement utilisent leur queue, et on reviendra là-dessus à la troisième leçon, utilisent leur queue comme balancier pour se passer, ou alors comme mesure. Si vous avez un chat, vous pouvez regarder comment il l'utilise. Donc c'est vraiment une structure importante. Et pour comprendre comment cette structure se développe, eh bien, il faut revenir un tout petit peu à de l'embryologie très classique. Alors je vais assez rapidement, mais juste pour que vraiment on comprenne, parce que autrement la description des publications que je vais vous faire dès la semaine prochaine sera vraiment compliquée à comprendre. Alors souvenez-vous, je prends comme exemple ici le développement des amphibiens, parce que c'est le plus simple vraiment, très différent du développement des humains et de la souris, mais le point essentiel, on peut le comprendre ici. Vous voyez que ce développement implique la coupure des cellules, mais pas leur reproduction, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que ce développement, il est pratiquement à l'échelle. Donc vous voyez que vous partez d'une cellule qui a une taille T, et vous arrivez avec des centaines de cellules qui ont une taille T. L'embryon a la même taille. Donc ce n'est pas un système qui tout de suite va amplifier des cellules avec une cellule qui va faire deux cellules comme chez nous, comme chez l'adulte, parce qu'autrement on aurait un truc absolument énorme. Imaginez l'embryon humain, si à chaque division cellulaire la taille doublait, ce serait totalement impossible. Donc on a une division cellulaire sans augmentation de la taille. Alors ça, c'est une conséquence qui est directe, c'est que les informations qui vont se trouver dans cette partie, ou les informations qui vont se trouver dans cette partie, eh bien vous allez les retrouver dans cette partie, vous allez les retrouver dans cette partie. Autrement dit, dans le cas des amphibiens, qui sont pondus de façon aléatoire au détour d'une mare ou d'une flaque d'eau, eh bien la mer va remplir cette lof des informations nécessaires pour assurer le développement jusqu'à ce que le tétard puisse aller manger. C'est la base du développement. Chez nous, on n'en a pas besoin, parce qu'on a une nourriture qui est produite. Chez les oiseaux, tout va devoir se trouver dans l'œuf. Donc la mère va déposer des informations qui vont déjà être des informations antérieures et postérieures. Vous allez avoir ici 3 types d'informations qui plus tard vont donner les 3 tissus essentiels, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Donc chez les amphibiens, tout ça, ça provient de la mer finalement. Un peu comme chez les mouches, où une très grande partie de l'information est produite par la mer. Vous allez retrouver les mêmes distributions chez cet embryon qui maintenant va faire une cavité qu'on appelle le blastocèle. Une cavitation ici. Cette cavitation, chez les mammifères, a été très très étudiée par Jean-Léon Maître à l'Institut Curie, qui est vraiment une personne qui a poussé le domaine en montrant en fait comment se forment ces cavités. Dans ce cas particulier, c'est de l'eau qui est pompée, donc on va avoir de l'eau qui va rentrer et puis ça va faire une cavité. Pourquoi une cavité ? Parce qu'à un moment donné, cet embryon va devoir créer son intérieur et son extérieur. Et c'est ça le mécanisme, qui est vraiment un mécanisme compliqué, qu'on appelle la gastrulation. La gastrulation, c'est le moment où on va passer d'une boule de cellules, qui est ce que vous voyez en bas à droite, à quelque chose qui va ressembler à un embryon. Certains diront à un fœtus. C'est là où on va peut-être faire la différence, c'est-à-dire un embryon qui aura une polarité antéro-postérieure, etc. Comment ça se fait ? Eh bien, j'avais l'habitude de dire, mais c'est de plus en plus faux, mais je pense que c'est une bonne image, si vous prenez un ballon de football qui est dégonflé, et puis vous essayez de rentrer la partie haute dans la partie basse. Donc vous allez créer, en fait, plusieurs couches de votre ballon de football, et puis si vous faites ça, vous allez créer une polarité. Vous n'allez pas finir avec un rond, vous allez finir avec quelque chose qui ressemble à une banane. C'est un peu ça, la gastrulation, c'est que vous allez rentrer des cellules de l'extérieur à l'intérieur. Pour pouvoir les rentrer, il faut une cavité. Donc d'abord, formation d'une cavité, ensuite, rentrer des cellules à l'intérieur. Alors ces cellules, dans le cas de l'amphibien, eh bien, elles vont rentrer par un point, peu importe finalement, qui s'appelle le blastopore, la lèvre du blastopore. Donc ces cellules vont converger, rentrer à l'intérieur, et puis des 3 couches de couleurs
que vous aviez de façon horizontale ici, bleu en haut, rouge, jaune en bas, comme le bleu va rentrer ici, le rouge va rentrer, le jaune va remonter, va rentrer, eh bien vous allez terminer avec cette organisation, le jaune à l'intérieur, le bleu à l'extérieur et le rouge entre les deux. Là, vous avez tout compris parce que le terme de ces couleurs, en fait, c'est ectoderme pour le bleu, ecto extérieur, endoderme pour le jaune, endo intérieur, mésoderme pour le rouge, la couche intermédiaire, méso. D'accord ? Alors après, si vous regardez ce qui va dériver de ces trois couches de tissu, bien évidemment, tout ce qui est ectoderme, ça va être la peau, le système nerveux, etc. Tout ce qui est à l'extérieur, puisque notre système nerveux, à l'origine, est à l'extérieur, la moelle épinière. Tout ce qui est à l'intérieur, des grosses glandes, etc., tout ça va dériver de l'endoderme. Et puis, tout ce qui va être entre les deux, qui va assurer le maintien de tout ça, la protection, c'est le mésoderme, qui va produire les muscles, l'os, qui va dans la partie dorsale, qui va entourer l'os, qui va remonter, entourer la moelle épinière pour protéger nos vertèbres. Ça dérive du mésoderme. Je dis bien nos vertèbres parce que la queue, évidemment, est faite de vertèbres, sauf chez les lézards qui régénèrent une queue qui n'est pas vertébrale, mais autrement, la queue est faite de vertèbres, et donc d'origine mésodermique. Alors, chez les humains et chez la souris, c'est un tout petit peu différent, mais pas tellement, finalement. Et vous voyez cette image qui est déjà un peu compliquée, mais où vous avez à l'extérieur, ici, des cellules qui seront des cellules de l'épiblase, donc qui vont avoir plus tard une structure ectodermique, ces cellules qui vont rentrer à l'intérieur, qui vont se différencier en mésoderme, puis il va y avoir une couche d'endoderme ici. Et donc, on va, si vous voulez, arriver au même résultat, autrement dit de l'endoderme à l'intérieur, du mésoderme entre les deux, de l'ectoderme à l'extérieur, avec également des cellules qui vont rentrer, mais d'une façon un peu différente. On ne va pas avoir un mécanisme entier de gastrulation, on va avoir ce qu'on appelle des ingressions cellulaires, des cellules qui vont bouger, qui vont rentrer, etc. D'accord ? Ces cellules ici, qui vont donc rentrer, qui vont avoir une potentialité à la fois de produire du mésoderme et du neurectoderme, donc des cellules neurales, on appelle ces cellules des cellules progénitrices de neuroectoderme et de mésoderme, NMP. C'est Neuromesodermal Progenitors, ces cellules NMP. Donc ces cellules NMP sont des cellules qui vont rentrer à l'intérieur, et puis elles ont deux futurs possibles. Soit donner du mésoderme, c'est-à-dire in fine du mésoderme qu'on appelle paraxial, donc qui est presque axial, qui est des côtés, qui vont faire les vertèbres, et puis des muscles. Soit donner le système nerveux, donc la moelle épinière. Donc elles ont ces deux potentialités, et c'est pour ça qu'on les appelle les NMP. D'accord ? Alors, ça concerne toute cette première partie de gastrulation, vous voyez là, de l'embryon qui se développe à peu près jusque-là, toute cette partie, qui va gastruler de cette façon-là. Et puis, on va arriver vers le bas, et le type de gastrulation va évoluer, va changer, et on va avoir un bourgeon, que vous voyez très bien ici, donc c'est cet embryon qui est maintenant plus âgé, un bourgeon ici, là, qui est le bourgeon de queue, le tailbud. Et dans ce bourgeon, on va trouver une grande concentration de ces cellules NMP. D'accord ? Donc, c'est des cellules souches qui vont donc assurer l'extension de la queue, ces cellules qui vont rester. Et puis, au fur et à mesure que la queue va descendre, ces cellules vont sortir et puis fabriquer soit le mésoderme, donc les vertèbres, soit le système nerveux, donc la moelle épinière. D'accord ? Alors ça, on le voit très bien ici. En fin de parcours, ici, vous allez avoir cette concentration de cellules, ici, NMP, dans cette partie. Ces cellules NMP, donc, qui ont donc deux destins possibles, vous pouvez, en quelque sorte, voir quel va être leur destin
en utilisant deux marqueurs différents, deux gènes marqueurs différents. Un gène qui s'appelle SOX2, et les cellules qui expriment SOX2 très fortement sont des cellules qui sont destinées à aller dans le système nerveux. Et puis des cellules qui expriment un gène qui s'appelle, alors là ça devient compliqué, qui s'appelait T, qui ensuite s'est appelé brachyurie et qui aujourd'hui s'appelle TBXT, et on verra pourquoi. Alors brachyurie, déjà, ça devrait vous sonner une petite clochette, hein. Brachy rétréci, brachydactylie, c'est les doigts trop courts, our, la queue. Les urodèles sont les amphibiens qui ont une queue, les anours sont les amphibiens qui n'ont pas de queue, donc brachyurie, c'est la queue courte. Hein, donc vous voyez déjà la définition originale, initiale de ce gène par l'observation d'une souris qui avait une queue courte, etc. D'accord ? Mais pour l'instant, appelons-le TBXT, qui est l'appellation la plus récente. Et vous voyez donc qu'on a deux états cellulaires, un état de NMP, donc les cellules progénitrices pour ces deux, soit le mésoderme, soit le neuroectoderme. Et ces cellules expriment à la fois, elles peuvent exprimer à la fois SOX2 et TBXT. Et puis rapidement, on passe à un type cellulaire qui dérive de celui-ci, qui sont des NMC, c'est-à-dire le type juste après où ces cellules ont déjà fait un choix. Donc vous voyez que ces cellules soit expriment maintenant le gène TBXT, donc ils vont partir dans le TBXT, elles vont partir dans la différenciation mésodermique, soit elles n'expriment que le gène SOX2, elles vont partir dans la différenciation neurale. D'accord ? Puis ensuite, alors on arrive carrément aux cellules qui sont engagées dans la différenciation, qui ne vont faire plus que ça. La raison pour laquelle ce groupe de cellules, qui est donc dans la partie terminale, dans le bourgeon de queue, la raison pour laquelle certaines vont exprimer SOX2, certaines vont exprimer TBXT, à partir de cellules qui expriment les deux, je dois vous dire que c'est encore un sujet d'étude, en fait. On ne comprend pas exactement ce qui fait que cette différence va se matérialiser. Alors l'idée actuelle, c'est que dans la partie la plus distale, la partie qui descend, il y a ici toute une série de signalisations, en particulier des voies de signalisation Wnt et FGF, qui sont donc des molécules qui vont transiter. Et il semble que les cellules qui sont les plus proches, qui reçoivent le plus de signal Wnt, vont partir dans la voie mésodermique. Inversement, dans la partie un peu supérieure, qui a moins de contact avec la partie postérieure, on va avoir une signalisation qui parfois va sentir l'action de l'acide rétinoïque qui vient d'en haut. Et il semble que cette balance va être établie, en fait, des cellules qui sont plutôt sensibles à l'acide rétinoïque, qui vont partir dans la voie de différenciation neuronale, exprimer SOX2, et puis les cellules un peu en dessous. Mais en fait, quand vous regardez, vous n'avez jamais deux domaines où vous avez les cellules en haut qui sont SOX2 et les cellules en dessous qui sont TBXT. Donc c'est quelque chose qui reste vraiment à définir. Ce que l'on peut voir, c'est que dans ces cellules, celles qui expriment TBXT sont un tout petit peu plus mobiles. Elles semblent avoir une motilité, donc elles sont des cellules qui sont différentes, mais l'origine vraiment de ces différences est encore à définir. Et donc on a ce système ici où vous avez la fin du tronc ici, le bourgeon de queue, ces cellules NMP qui soit vont exprimer TBXT, vont partir latéralement ici, ces cellules rouges, elles vont partir latéralement, elles vont faire des somites, elles vont faire des vertèbres. Et puis les cellules qui expriment SOX2, qui sont ces cellules en bleu, vont partir au centre et vont faire la moelle épinière, le tube neural, puis la moelle épinière. Tout ça, c'est très coordonné, évidemment. Pourquoi ? Parce que vous avez une nécessité d'avoir, en gros, des vertèbres autant que vous avez de tubes neurales, puisqu'elles sont là pour protéger le tube neural. Donc, on comprend évolutivement l'origine de cette dualité, en fait, de type cellulaire, parce qu'il faut que la balance soit conservée.
Donc on va avoir formation d'un système nerveux, et puis latéralement, du mésoderme, qui plus tard va s'ossifier en entourant le tube neural. Comment ces deux gènes vont... L'expression de ces deux gènes va conduire à des expressions de GRN, donc de réseau de régulation de gènes. Il y a plusieurs hypothèses, en fait. Tout ça, je vous montre ici, un peu compliqué, mais en fait, le point central est relativement simple à comprendre. On a à l'origine, ici, dans les cellules NMP, ces deux gènes qui sont exprimés, et puis vous voyez que le gène TBXT va activer un gène qui s'appelle CYP26, qui dégrade l'acide rétinoïque. Donc ce gène, en fait, va empêcher la production d'acide rétinoïque. Ce gène TBXT, il est très fortement activé par Win3 qui est postérieur. Donc dans la partie postérieure, c'est-à-dire ici, dans cette partie très postérieure, là, parce que vous avez du Win, vous voyez le gradient, vous avez du Win qui est produit ici. Donc cette partie très postérieure, vous allez avoir stimulation de TBXT. TBXT va stimuler CYP26 qui va éliminer l'acide rétinoïque. Il y aura plus d'acide rétinoïque dans la partie antérieure qui va favoriser l'expression de SOX2. C'est comme ça que c'est une façon de voir le système. Je ne suis absolument pas sûr que ce soit la façon définitive, mais c'est de cette façon. Et on voit qu'on va dériver soit vers des progéniteurs mésodermiques, TBXT, Win3, soit vers des progéniteurs SOX2. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ces réseaux de gènes, en fait, c'est un système assez simple, mais tout de même relativement compliqué, qui permet d'expliquer comment, à partir d'un seul réseau de gènes, vous pouvez, avec des interactions internes, ségréger ce réseau en deux réseaux de gènes. Donc c'est un système qui est très intéressant et qui, dans un système plus compliqué, si vous regardez la gastrulation dans la partie antérieure, qui est vraiment compliquée, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'essayer de comprendre comment c'est, à partir d'un seul réseau, vous pouvez dériver deux réseaux de gènes séparés, que quand vous travaillez sur ce bourgeon de queue. Alors je vais terminer aujourd'hui en vous disant que, vous voyez ici dans la partie haute de cette image, la définition initiale de ce gène TBXT, j'en parlerai en tout début de semaine prochaine, c'est une émigrée ukrainienne, russe en fait, à la Révolution, qui émigre et qui arrive à Paris, à l'Institut Curie, en fait, une femme médecin d'origine ukrainienne, et qui va faire un criblage de souris avec des rayons X, complètement absurde à l'époque, je veux dire, elle a pratiquement 60 ans d'avance sur ses collègues, et dans ces souris, elle va trouver une souris qui va avoir la queue plus courte. Elle va donc appeler cette souris T, le locus T, brachyurie, le phénotype sera appelé brachyurie. Et c'est une histoire qui est absolument remarquable, car à l'époque, ça se passe à Paris. Bien des années plus tard, elle va repartir en Russie pour faire de la médecine. Les souris vont rester. Bien des années plus tard, elles vont transiter aux États-Unis, puis revenir à Paris pour travailler chez François Jacob, en fait, justement à l'époque où le système HLA, etc. Et il se trouve que ce locus T, de ce gène TBX, est voisin du locus HLA. Et à cause de ça, il va y avoir une confusion pendant des années entre ce locus T et le locus H2, qui est le locus chez la souris, l'équivalent d'HLA chez les humains. Et c'est pour cette raison que Michel Morange a titré, vous vous souvenez peut-être le titre de la revue que je vous montrais tout à l'heure, qui disait que ça avait été c'est une erreur, en fait, c'est une erreur qui, épistémologiquement, a donné lieu à une découverte absolument fondamentale. Mais toute l'école est partie sur le fait que ce locus devait très probablement coder, produire une protéine de surface, puisque c'était voisin du système H2, une protéine de surface qui allait construire le développement de ces souris par contact cellulaire. Alors que pas du tout, c'est un facteur de transcription, comme on le verra la semaine prochaine. Donc, gardez à l'esprit peut-être que ce gène T, pour tail, bien sûr, est appelé indifféremment T,
brachyurie ou TBXT. Et c'est cette appellation que je vais essayer d'utiliser à la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie beaucoup.